Berkov dans tous ses états. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, comme d'habitude, ici, vous savez, dans Berkov dans tous ses états, on va essayer de décrypter cette situation. La situation, on en assiste effectivement un front français avec ce qui se passe avec l'Algérie, on va en parler plus tard, et puis évidemment ce qui se passe entre l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, depuis que Trump a pris le pouvoir un certain 20 janvier. C'est pas loin, ça fait pratiquement 5 semaines, et en un peu plus de 5 semaines, eh bien écoutez, les plaques tectoniques ont bougé beaucoup plus vite que prévu. Et entre autres, par exemple, effectivement, là aujourd'hui, alors en 2 mots, on résume rapidement. Après le clash Trump, Vance, Poutine à la Maison Blanche, eh bien, il y a eu ce qu'il y a eu, effectivement. Pardon. Avec Zelensky, le clash. Avec Zelensky, pourquoi j'ai dit oui, Poutine? Vous avez raison de me corriger. Avec Zelensky, oui, je suis parti. Oui, j'étais parti déjà dans les négociations Trump-Poutine. En 2 mots, effectivement, Trump suspend les livraisons militaires à l'Ukraine pour le moment, temporairement. Il dit, écoutez, tant que Monsieur Zelensky ne prononcera pas des paroles de paix et il dit qu'il est prêt à négocier, en tout cas, eh bien, nous arrêtons la chose. En même temps, Ursula von der Leyen, je rappelle, dit, il est temps que l'Europe se réarme et nous allons mobiliser avec les capacités de toute l'Europe 800 milliards d'euros pour que l'Europe se réarme. En combien de temps? Eh ben, on le saura. Emmanuel Macron, je rappelle, a affirmé dimanche soir dans le Figaro qu'une trêve d'1 mois serait observée en Ukraine, dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Sauf que Keir Starmer a contredit tout de suite en disant non, on n'est absolument pas d'accord. Etc., etc. Pierre Lelouch, bonjour. Bonjour, monsieur Berkov. Alors, vous êtes ancien ministre, vous êtes ancien député, vous êtes spécialiste des questions internationales, et je rappelle, c'est ce livre, vraiment pour ceux qui ne l'ont pas lu, je le conseille de lire, Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. Parce que basculement du monde, il y a, on le voit, on l'avait vu déjà il y a quelque temps, mais là, effectivement, ça tourne à plein gaz. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, cette espèce de fixette, c'est-à-dire on a l'impression que, et corrigez-moi si vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'on a l'impression que effectivement Trump dit, écoutez, maintenant ça suffit, il faut faire la paix, non pas la paix à tout prix, mais discuter, et qui va discuter sinon avec les Russes. Zelensky, qui était venu pour signer un accord sur les terres rares avec Trump, a dit non, moi c'est pas question, il faut d'abord que vous me donniez encore plus d'argent, 300 milliards, ça ne suffit pas. Et puis Poutine, il faut vraiment le refouler, etc., etc. En même temps, l'Europe, alors, sommet européen, vous savez, à Londres, effectivement. Alors, l'Europe va se réarmer et on entend un peu partout vraiment les bruits de guerre. Oui, c'est l'Europe qui va tenir tête puisque vous ne voulez pas, vous, Américains, le faire. Vous êtes prêts à céder à tout. Et je rappelle quand même, Pierre Lelouch, cette couverture du Point, Trump, l'homme de Poutine, l'homme des Russes. Comment effectivement cette espèce de situation à la fois dont on aurait envie de rire, surréaliste, de peur d'être obligé d'en pleurer parce que elle est grave. Comment vous la ressentez? Comment vous l'analysez? Bon, on va y revenir depuis le début. La guerre d'Ukraine, elle pose 2 problèmes absolument majeurs. D'abord, un problème qui est sur la table depuis l'indépendance de l'Ukraine il y a 33 ans, mais que personne n'a voulu regarder, sauf les Russes, et nous, on n'a pas regardé. Quel est l'avenir de ce pays qui est au centre névralgique de l'Europe entre l'Allemagne et la Russie? C'est Mackinder, le grand géopoliticien du XIXe siècle, qui disait que celui qui contrôle le cœur de l'Europe contrôle l'Eurasie, celui qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. Donc c'est une zone absolument vitale, qui a toujours été une zone de guerre, une terre de sang, avec des millions et des millions de morts, parce que c'est une zone de passage entre l'Allemagne et la Russie. Lorsque l'Ukraine est devenue indépendante au moment de l'explosion de l'Union soviétique, à la fin de l'année 91, la question s'est posée de savoir où allait aller l'Ukraine. Est-ce qu'elle allait rester sous le giron de la Russie? Est-ce qu'elle allait passer à l'ouest? Est-ce qu'elle allait servir de pont entre les deux? Moi, je me suis occupé de l'Ukraine depuis cette période. Depuis cette période de l'effondrement de l'URSS. Oui. Et donc,
Je vais vous donner 2 anecdotes. La première, c'était en 2003-2004, quand j'étais président de l'Assemblée de l'OTAN, et Yushchenko, vous savez, ce président grêlé là, qui avait été empoisonné par le KGB, m'a dit, nous, on n'a qu'un objectif, rejoindre l'OTAN. Rejoindre l'OTAN, c'était signal rouge pour les Russes. Poutine me dit, en 2013, donc 9 ans plus tard, si l'Ukraine passe à l'ouest, je préférerais la détruire, elle n'ira jamais à l'ouest. Voilà le sujet. Il vous l'a dit. Il me l'a dit en face. D'accord. Fin 2013, juste avant le deuxième Maïdan. Ouais. Donc on est dans une situation où la question fondamentale, c'est que va devenir ce pays? C'est ça la question qui est posée devant nous. Avec une situation militaire qui est connue depuis au moins 2 ans, savoir que les Ukrainiens ne peuvent pas regagner militairement les territoires conquis par les Russes, ni le Donbass ni et la Crimée. Bien sûr. À l'inverse, les Russes ont montré qu'ils sont incapables de prendre toute l'Ukraine, donc à un moment ça s'arrête. Et ça s'arrête parce que aujourd'hui tout le monde est épuisé, puis qu'arrive un président américain qui a décidé de couper les crédits, qui avait commencé d'ailleurs. Trump l'an dernier avait, par la pression qu'il a exercée sur le Congrès, suspendu les crédits pendant 6 mois. Tout le monde a oublié, enfin, l'avertissement... Vous parlez de Biden, là? Non, je parle de Trump. Ah, de Trump, la pression de Trump. Qui avait pesé sur les élus républicains au Congrès. Oui, pour être précis. Pendant 6 mois, les livraisons d'armes ont été interrompues. Biden a pu obtenir un nouveau paquet de 60 milliards, et c'est ce paquet de 60 milliards qui s'achève aujourd'hui. Il devait rester 3,5 milliards à peu près à dépenser, à livrer, et c'est ceux-là qui sont interrompus, sachant que Trump, de toute façon, ne veut pas continuer à payer. Bon. Donc vous avez ce problème-là qui n'est pas réglé. Les Américains ont décidé, et ça parce que Trump vraiment marque une inflexion majeure dans l'histoire des États-Unis, on revient non pas à 45, on revient à avant 1914, avant le traité de Versailles. Donc l'Amérique redevient isolationniste, nationaliste, impérialiste. America first, c'est ça. Impérialiste au sens de Teddy Roosevelt, de façon ouverte. Empire ou pas empire, ils sont comme ça. Il n'y a pas de raison de penser que les États-Unis, ad vitam aeternam, allaient servir de protecteur de l'Europe ou de qui que ce soit. Voilà, ils reviennent. Sauf que l'Europe l'a repensé pendant 60 ans et a dormi dessus. Voilà, ça c'est son problème à elle. Et donc c'est pour ça que Trump dit aux Européens, maintenant débrouillez-vous, c'est votre affaire. Okay. Donc, première question, l'avenir de l'Ukraine, qui n'est pas du tout réglé, cessez le feu, trêve, quelle est la part des Européens, comment ils vont faire pour se refinancer, etc. Le deuxième problème, c'est que, et c'est pour ça que je parle de basculement du monde dans mon livre, c'est que la guerre d'Ukraine a déclenché, a accéléré des mouvements telluriques déjà à l'œuvre. C'est-à-dire d'abord l'isolationnisme américain, mais surtout aussi la montée du Sud global, c'est-à-dire des pays comme la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, la Turquie. Et comme Biden a soudé la Chine et la Russie en faisant cette guerre par procuration non déclarée contre la Russie à partir d'avril 2022, ce qu'il ne voulait pas faire au début, mais comme il a vu que l'armée russe était battue devant Kiev, on s'est dit on va saigner l'armée russe. Donc à partir d'avril commence le réarmement de l'Ukraine par les États-Unis, et nous les Européens, on suit comme des moutons, sans qu'à aucun moment, vous m'entendez, soit posé la question de c'est quoi l'objectif stratégique, comment on en sort, qu'est-ce qu'on veut à la sortie. On était dans l'émotion, on allait se battre pour le bien contre le mal, comme a dit Monsieur Biden à l'époque à Varsovie, repris par tous les Européens. Poutine égale Hitler, Zelensky égale Churchill, voilà, etc. Et dans les magazines français à l'époque, c'était Churchill versus Hitler. On rejouait 1938. Et donc, on s'est embarqué dans ce truc où, en fait, on était un peu comme les supporters d'une équipe de foot ou d'un boxeur assis sur le canapé. On paye le ticket d'entrée assez cher. L'Europe a payé 130 milliards, plus tout ce qu'on a perdu en Russie. C'est les investissements, plus le gaz. Le gaz 4 fois plus cher qu'on importe des États-Unis à la place du gaz russe. Donc ça fait l'inflation à 25%. Le pétrole indien, etc. Non mais vous avez vu l'inflation quand même alimentaire en France et en Europe, plus 25. C'est le résultat direct de cette guerre. Bon, on paye le ticket, mais on laisse les Ukrainiens se battre au nom de la liberté. Et puis vous avez un président ukrainien qui tourne aux capitales, les différentes capitales, la Mostra de Venise, enfin toutes les
tout, et il explique, nous nous battons pour la liberté, pour votre liberté, notre sang coule à votre place, donc vous payez. Et donc ça, c'est le laïus auquel on a reçu depuis 3 ans, et c'est le laïus qu'il a servi dans le bureau ovale. Alors là, ça n'a plus marché du tout, parce que Trump veut plus payer, et que de toute façon, il considère que c'est pas à Zelensky de dire comment les Américains doivent se protéger. Quand à un moment, Zelensky a dit « Oui, mais vous êtes protégés par ces jolis océans. » C'est là qu'il explose, Trump. Et il a ajouté, vous allez voir, vous allez connaître la guerre, c'est pas l'océan qui va vous protéger. Et là, Trump a explosé. C'est là que ça s'est fait. C'est ça que ça s'est joué. Contrairement à ceux qui disent que tout ça est planifié, pas du tout. Moi, je cite dans mon livre, bien, et encore, je savais même pas que Trump allait être élu, j'avais pas de garantie. Je pensais qu'il allait être élu. Mais quand j'ai fini d'écrire ce livre l'été dernier, que c'est parti chez l'imprimeur début septembre, je savais pas que Trump serait automatiquement élu. Par contre, j'ai cité longuement Trump et surtout son idéologue en chef, le J.D. Vance, qui est un type très remarquable, très intéressant. Il l'a montré, oui. Il a écrit un livre très intéressant qui est sorti en français. Voilà, Hillbilly. Qui raconte sa jeunesse dans une famille extrêmement pauvre des Appalaches. Comment il était dans l'armée après, comment il a eu sa bourse pour faire des études. Et c'est un type qui a dit, quand j'étais dans l'armée, j'ai compris que tout ce qu'on racontait sur le rôle des Américains, la liberté dans le monde, d'exporter la démocratie, tout ça c'est pipeau, on mourrait pour rien, on dépense de l'argent pour rien. Donc il est revenu et il a servi d'armature intellectuelle au milliardaire de l'immobilier qui est Trump. Donc maintenant vous avez une fusion entre les néo-isolationnistes, nationalistes américains, la tech de la Californie, la tech d'Elon Musk, voilà. Et donc ça fait, c'est en train de faire une révolution à l'intérieur des États-Unis qui est au moins aussi importante que ce dont on parle à propos de l'Ukraine. Pendant qu'il parle de l'Ukraine en Europe, il est en train de changer tous les États-Unis de façon très profonde. Donc voilà ce qui se passe. Il se passe un énorme point d'interrogation sur comment on sort de cette affaire ukrainienne, et puis une révolution mondiale avec la montée du Sud global, le poids de la Chine, et de plus en plus des pays qui en ont marre de nos valeurs, marre du dollar, marre des sanctions américaines, et qui s'organisent de plus en plus pour dédollariser leurs échanges. Les BRICS, pour ne pas les nommer. Sont les BRICS, co-dirigés par les Chinois et les Russes. Donc voilà le sujet. Et là-dedans, la vieille Europe, en déclin démographique, qui a décroché des États-Unis depuis 20 ans de façon spectaculaire. Il y a 20 ans, 25 ans, les États-Unis et l'Europe étaient au même niveau sur le plan des PNB. L'Europe était même juste un peu avant. Aujourd'hui, on a flanché de 50%. Les grandes technologies, lancées il y a 20 ans aux États-Unis, n'existent pas en Europe. Les grandes boîtes de la tech, il n'y en a aucune en Europe. Donc on a pris du retard, on a décroché, et on a continué à désarmer tout en finançant toujours plus d'aide sociale dans tous les pays, pas seulement en France. Et donc on se retrouve dans une situation où on est en train d'être largué par l'histoire qui se fait sans nous, dans un endroit, l'Ukraine, qui est vital, parce que, comme dit mon vieux maître Jacques Bainville à la sortie du traité de Versailles en 1918, parce que lui, il avait tout de suite vu qu'on était dans une catastrophe, qu'est-ce qu'il a dit, Bainville? Il a dit, ce traité est en train de refermer la plaie en laissant l'infection dedans. Donc ce qu'il faut éviter en Ukraine, c'est de trouver une situation à l'arrivée qui soit pire qu'au début, c'est-à-dire que la guerre continue, et contrairement à ce que dit Monsieur Macron, qu'on se retrouve coincé dedans, parce que avant d'aller engager des forces, je voudrais juste qu'ils réfléchissent un tout petit peu. Ce serait pas mal. On va continuer à en parler, Pierre Lellouche. C'est assez passionnant de remettre effectivement les perspectives et le tableau. Juste tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Le déserteur de Boris Vian. On voit d'ailleurs ce qui se passe, il faut le dire aussi, sur les images des Ukrainiens, quand même 1 million de morts et de blessés, qui sont engagés des deux côtés, de force. Des deux côtés. Des deux côtés. Ah oui, mais honnêtement, on parle de 600 à 700 000 Ukrainiens morts. Je ne sais pas si c'est exagéré ou pas. Mais en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas. Mais je crois qu'en tout cas, le nombre, effectivement, les Russes aussi, bien sûr. Non, Pierre Lellouche, c'était ce matin.
Mais selon les services de renseignement finlandais, je dis bien, la fin de la guerre en Ukraine permettrait à la Russie de déployer ses activités hostiles ailleurs en Europe. Et on entend effectivement ce mantra, oui, mais vous comprenez, et c'était ça d'ailleurs presque depuis le départ, si on ne fait pas gagner l'Ukraine contre la Russie, Poutine va envahir. D'ailleurs, on va voir les Cosaques à Paris sur la place de la Concorde. Il y avait ce mantra. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, au fond, est-ce que, à votre avis, la situation, elle est figée, ou effectivement, ça va se passer que d'ici 2 semaines ou 3 semaines, Zelensky ou un autre dira, bon, bah, écoutez, oui, je reconnais, je vais signer l'accord sur les terres rares, et puis Poutine et Trump, on ne sait pas quand, mais à mon avis, dans un avenir prévisible, vont se rencontrer, d'ailleurs en Arabie Saoudite, pour négocier un Yalta sans l'Europe. Oui, c'est ça qui va se passer. Oui, il va y avoir... alors la question, c'est jusqu'où Zelensky peut résister, mais là... clairement, les Américains veulent arrêter. Donc, dans la mesure où ils arrêtent de livrer des armes, c'est très simple, ça va s'arrêter. Parce que l'essentiel des armes, c'était des armes américaines, et les Européens, les arsenaux sont vides. Ce qu'on avait à leur donner a été donné. Mais je comprends pas, on va faire l'armée européenne avec Ursula von der Leyen, 800 milliards. Non, mais c'est là, si vous voulez, que moi je les appelle les somnambules illusionnistes qui nous gouvernent. Pas seulement à Paris, mais dans toute l'Europe. On a affaire à une bande d'illusionnistes qui jouent les séquences médiatiques. Vous savez comment ils font. J'étais en politique suffisamment longtemps pour vous dire comment ça fonctionne. Ils sont obsédés par l'élection et par la séquence de la semaine. On fait semaine après semaine après semaine. Donc ça fait 3 ans que cette guerre dure. 3 ans qu'on nous parle de réarmement, 3 ans qu'on nous parle d'Europe de la défense et de souveraineté européenne. Il se passe Pipo et Mario. Pipo et Mario, parce que personne n'a le courage. Si, il y a eu 100 milliards de débloqués par Scholz pour le jour de l'invasion, le 24 février. Là, c'est un tournant mondial, je mets 100 milliards. Mais ces 100 milliards, ils ont surtout été destinés à acheter du matériel américain, et depuis, on n'a plus entendu parler. Le budget de défense allemand n'a pas augmenté. Celui de la France, c'est très optique, en réalité, parce qu'on a fait du spatial. On a essayé de rattraper les retards. Mais si vous regardez le nombre de matériel effectivement disponible, de bateaux, d'avions, de blindés, de canons, ça n'augmente pas. Pourquoi ça n'augmente pas? Parce qu'on ne met pas l'argent. La France dépense 900 milliards de dépenses sociales par an. Et à peine 45 pour la défense. Une fois que si vous voulez maintenir... aujourd'hui, selon le chef d'état-major de l'armée de terre lui-même, quand Macron a commencé à dire, il y a 1 an déjà, en février, je vais peut-être envoyer des mecs sur place, je cite de mémoire. Moi j'étais horrifié. D'abord, le chef d'état-major a dit 20 000 hommes. C'est ce que nous pouvons envoyer. Sur 1000 kilomètres de front, où il y a 1 million de soldats de part et d'autre. C'est quoi? De quoi parle-t-on? Donc, si, et en effet, les services de renseignement danois, finlandais, allemands disent « Oh là là, Poutine va arriver », si vous voulez qu'il n'arrive pas, d'abord, tout de suite, il ne peut pas, puisqu'on voit avec quelle difficulté l'armée russe qui a perdu 8000 blindés et 200 000 hommes tués au moins. Le temps qu'elle se reconstitue, il va falloir au moins 5 ans, ça tombe bien. Il faut qu'on ait au moins 5 à 10 ans en Europe pour construire des forces armées. Au moins. Oui, parce que bon, c'est jouable, mais il faut le faire. Et d'ailleurs, si on a des doutes sur les instincts impérialistes de la Russie ou des États-Unis, on a le droit de les avoir. Moi, je les ai aussi. Dans ce cas-là, préparons-nous. Mais on ne peut pas à la fois désarmer, dire aux Ukrainiens de continuer à se battre aussi longtemps que nécessaire, et ne rien faire en même temps, et ne pas parler aux Russes. Il y a un moment où il faut renouer avec toutes les parties, essayer d'en sortir le moins mal possible, trouver une solution qui évite que ça dégénère, que l'infection continue. Je rappelle qu'il va y avoir des gens en Ukraine qui n'accepteront pas le cessez-le-feu. La partie droite, à l'ouest de l'Ukraine, l'ancienne UPA, les nationalistes ukrainiens sont férocement anti-russes. En 1945, quand Staline a pris le contrôle de l'Ukraine et a tracé ses frontières actuelles, les Ukrainiens nationalistes se sont battus et ont tué des Russes jusqu'en 1955.
Oui, Donc, il y a un sentiment nationaliste très terrible. fort. Sauf que le problème aujourd'hui, il est là, il est que ça va se passer sans l'Europe. L'Europe aurait pu jouer le rôle de médiateur, à un moment donné, si Europe il y avait, mais enfin, c'est une autre question. Et il ne l'a pas joué. Mais aujourd'hui, de toute façon, et on en a parlé, ça va se résoudre entre l'Amérique, en tout cas, ça va avancer entre l'Amérique et la Russie, encore une fois, sans l'Europe. Et puis on voit bien cette Europe désunie, Pierre Lelouch. Alors, regardez, Mélanie dit, pas de question d'envoyer un soldat. Mélanie n'a pas envie de rompre avec Trump. Du tout. Du tout. Elle veut garder des liens avec les Russes. Quand Scholz a dit il faudrait peut-être parler aux Russes, il s'est fait immédiatement critiquer. Mais à un moment, on a vu les résultats des élections, voilà, aussi allemandes. À un moment, il va falloir quand même se calmer, arrêter de s'énerver dans tous les sens. Là, je vois monter un sentiment anti-américain qui me fait sourire. Alors tout d'un coup, on redécouvre. L'Europe est en train de découvrir. Voilà, il y avait un monstre, maintenant il y en a un deuxième, donc ils ont leurs deux démons. On va pouvoir taper sur les deux vilains. Mais bon, taper, mais si rien ne se passe, c'est ennuyeux. On va regarder avec intérêt ce que Madame van der Leyen va faire en détail, parce qu'elle annonce un chiffre magique, 800 milliards. Quand on regarde un peu plus près, il s'agit de 150 milliards de prêts qui vont s'ajouter à nos dettes, plus 350 milliards de fonds européens qui vont de fonds structurels qui vont être adaptés à la défense, tant mieux. Mais je rappelle quand même que la mère van der Leyen, pardon de cette familiarité avec cette dame que j'ai du mal à supporter, franchement, depuis le début. Vous n'êtes pas le seul. Mais... Bon, il faut savoir que elle est quand même la patronne de quelque chose qui s'appelle la taxonomie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la taxonomie. Ce sont des normes fixées par les experts de la Commission qui interdisent aux banques de prêter aux choses qu'ils n'aiment pas. Par exemple, le pétrole, le gaz et l'armement. Les banques européennes n'ont pas le droit de financer l'industrie d'armement. Vous imaginez un peu le truc. Alors, qui va le financer ? Deuxièmement, la Banque européenne d'investissement, la BEI, qui est quand même le bras armé de la finance de l'Europe, a interdiction jusqu'à présent de financer l'industrie de défense en Europe. Donc quand vous voyez des gens qui font ça, bon, on peut avoir quelques doutes sur le sérieux de ce qu'ils racontent. Alors elle dit maintenant je vais changer, on va prêter de l'argent, on va encourager nos industries de défense, très bien. Mais ce qu'il faut, c'est arrêter aussi un système où, par exemple, la Pologne a touché 300 milliards d'aides européennes, c'est-à-dire notre pognon à nous, si j'ose dire, aussi. Contribuables, bien sûr. Et pour faire quoi ? Pour acheter du matériel américain, des F-35, des hélicoptères. Les contrats avec les Français étaient supprimés. Donc pour que tout ça ait un sens, il faut que cet argent aille aux industriels européens et que ça ruisselle dans les économies européennes. Parce que l'industrie de défense, elle a plein d'applications dans le civil. Sauf que tout le monde attend les F-35 un peu partout en Europe et qui n'y sont pas encore arrivés. Donc tout ça, c'est quand même, comme vous disiez, Pipo et compagnie. Enfin, en tout cas... Non, il faut que les États... Ça, après, c'est une action politique. Si les 3 ou 4 États qui comptent dans tout ça, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, l'Italie, la Pologne, décident de jouer en collectif, c'est-à-dire l'Allemagne aussi, bien sûr, l'Allemagne aussi, de regonfler leur effort de défense et essayer de coordonner les commandes, vous pouvez avoir un système de dissuasion européenne important, qui en plus s'appuiera sur le fait qu'il existe 2 puissances nucléaires en Europe. Voilà, si ceux qui ont peur de Poutine dans 5 ans, on peut gérer Poutine dans 5 ans. Il n'y a pas d'histoire, à condition de prendre les décisions que je n'ai pas vues depuis 3 ans que cette guerre dure. Oui. Et c'est pour ça que, monsieur Verkov, je vais vous dire, là où je suis inquiet, c'est que les ozos qui nous ont amenés à la situation présente sont ceux-là même qui sont supposés nous en sortir. Donc j'ai quelques doutes, moi, quand ils disent... Oui, ce n'est pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont apporter les solutions en général. Peut-être pas créer, mais du moins aggraver une situation dont ils ne se sont pas occupés. Si on s'était occupé de l'Ukraine il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne serait pas là. Mais parce qu'il y avait le parapluie américain, parce qu'on était en train Puis on avait autre chose à faire. Les Allemands achetaient du gaz russe à tour de larigot parce qu'il fallait arrêter le nucléaire. Rappelez-vous, il y avait une question de politique interne. Moi, j'ai quand même entendu Angela Merkel nous dire à François Fillon et moi, j'arrête le nucléaire et vous allez fermer Fessenheim. Oui. J'étais là et on a fermé Fessenheim. Et j'ai dit, Madame la chancelière, on est encore un pays souverain. C'est pas grave, Hollande et Macron ont fermé Fessenheim. Si nous on l'a pas fait, les suivants l'ont fait. Donc c'est juste pas possible. Quand vous avez un gouvernement allemand qui était entièrement tourné vers le gaz russe et la sécurité américaine gratuite, ils pouvaient exporter en Chine, tout ça, ça s'effondre. Donc l'Allemagne doit réinventer un autre modèle, la France aussi.
Et il va falloir des vrais leaders politiques pour le faire. Alors, c'est la dernière question. Je voulais qu'on discute, Pierre Lelouch. Mais y a-t-il un pilote dans l'avion, je parle dans l'avion européen, un pilote ou des pilotes, y a-t-il, franchement, des hommes politiques? Je parle des hommes politiques, parce que tout ce que vous dites, enfin, ce ne sont pas tous des rachitiques du bulbe. Je veux dire, c'est quelque chose qui existe depuis quelque temps, depuis quelques années. Oui, mais enfin, ils ne savaient pas. Je veux dire, le problème, l'Ukraine, honnêtement, je vais vous dire, il y a très peu de gens qui connaissent l'Ukraine. Très peu. Je veux dire, il y a Non mais pardon, excusez-moi. C'est même pas une question de connaître l'Ukraine. Et fallait-il absolument suivre aveuglément l'Amérique alors que l'Amérique, ça l'arrangeait très bien qu'il y ait les embargos européens et se couper totalement de la Russie, le gaz, le pétrole. Vous savez, le rapatriement de toutes les entreprises françaises. C'est la séquence média. La pente naturelle la plus facile, c'était d'accentuer les médias. Les médias, ils sont nourris à ça, au bon sentiment, la liberté, le truc. Les Russes, c'est pas bien, les Américains, c'est bien. Donc voilà. Et on a suivi comme des moutons, sans, encore une fois, qu'il y ait une vraie discussion. Hier, à l'Assemblée, j'ai écouté le débat, j'étais effondré aussi. Où était la discussion? Qui a mis un seul chiffre? Moi, j'ai entendu Bayrou nous expliquer qu'on était plus fort que tout le monde et que si on additionnait tout le monde, on était plus fort que les Russes, plus fort que les Américains. Mais moi, j'ai des collègues aux États-Unis qui se marrent, quoi, qui m'ont envoyé. Ils me disent, mais ils disent ça vraiment dans votre pays? Hein, mais c'est pas possible. Si on est aussi fort que ça, mais allons-y. Oui, allez-y. Renversons Poutine tout de suite. Bien sûr, aux armes citoyens. Mais tout ça, c'est du pipeau, c'est pas sérieux. Donc, alors quand vous dites qu'ils ne savaient pas aujourd'hui que Bayrou, mais on prend Bayrou pour prendre quelqu'un d'autre, prononce un discours pareil. Aujourd'hui, il sait, lui et beaucoup d'autres. Comment peut-on prononcer un discours pareil? Je parle de la France, mais il y en a d'autres. Allons-y, les gars, les va-t-en-guerre, on fonce. Alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens. Moi, il dit pas ça. Il dit pas ça. Il dit qu'on va réarmer. Mais il n'a pas annoncé un chiffre. Ouais. Pas un chiffre. Aucun d'entre eux n'a annoncé. Ils sont tous référés au général de Gaulle, mais il n'y a pas un chiffre. Mais du temps du général de Gaulle, les budgets de défense, les types qui ont fait le CEA et la bombe atomique, c'était des gens sérieux. Moi, j'ai eu la chance de les connaître, certains d'entre eux, quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais il y avait des pilotes dans l'avion, parce qu'il y avait un commando autour d'un homme. Alors, vous me disiez, est-ce qu'il existe ce genre d'homme aujourd'hui? Je vais vous dire. Ce genre d'homme, les Churchill, les De Gaulle, en temps de paix, ça n'arrive pas. En temps de paix, la démocratie produit de la médiocratie. Et de la médiacratie. Et de la bureaucratie. Et de la bureaucratie. Ouais. Quand vous avez des contradictions de l'histoire absolument féroces, alors surgissent parfois des gens qui peuvent sauver la situation. Churchill, sa carrière était finie en 1940. De Gaulle, personne ne le connaissait. Bien sûr. Et oui, lui, il payait aussi les Dardanelles, rappelez-vous. Bien sûr. Et donc, et compagnie. Ces types, vous dites qu'il faut attendre des temps de guerre pour que des gens pareils surgissent. Émergent, oui. C'est pour ça que je suis pas fondamentalement pessimiste. J'espère qu'ils feront pas d'erreur. J'espère que la caste actuelle ne fera pas d'erreur de calcul. C'est ça qui m'inquiète, parce que c'est dans ce genre de situation de tension, tout peut arriver, que les gens peuvent faire des erreurs. S'il n'y a pas d'erreur de commise et qu'on avance, il peut surgir une génération des gens expérimentés qui peuvent reprendre ça en main. L'Europe et la France en ont vu d'autres, la France en a vu d'autres. Donc je reste fondamentalement optimiste, mais c'est une période très intense, de très forte contradiction. Merci Pierre Lelouch. En tout cas, on continuera cette discussion et on verra si effectivement des hommes ou des femmes surgissent qui nous sortent de cette espèce de tétanisation, de tétanie, de sidération qu'on a depuis trop longtemps connue. Merci. Merci, M. Bertrand.